Bonjour à tout le monde. J'ai beaucoup trop de diapos, donc je vais essayer d'en passer quelques-unes très rapidement, étant donné que beaucoup de choses ont déjà été dites jusqu'à présent. En tout cas, merci de m'avoir invité. Eric, 5 minutes avant, tu me fais signe. Et voilà. Alors, il s'agit de partager quelques idées, quelques informations. Le bouton, c'est lequel ? À droite ? Ok, merci. Ce qu'on appelle les facteurs abiotiques, c'est les facteurs climatiques. C'est une présentation que j'ai préparée avec ma collègue Anne Pellegrino, qui a été citée par Thierry aussi. Quelques questions qui sont adressées par la profession, que vous lisez ici sur l'écran, qui m'ont été envoyées donc par les collègues de l'IFV. Alors, bien sûr, les uns les autres, on répond au cours des différentes présentations, enfin, on essaye de répondre à ces questions, hein, mais on ne peut pas non plus répondre à toutes les questions, parce que d'abord, on n'a pas les réponses, ou parce qu'on n'a pas forcément notre temps. Donc, je passe. Une des questions, c'était est-ce que dans les pays comme l'Australie, par exemple, les gens s'organisent autour de la gestion de l'eau ? Bien entendu. Et donc, j'ai interrogé un collègue australien qui m'a donné des liens avec des sites web. Si ça vous intéresse, je peux les communiquer. Vous verrez comment ils sont organisés, donc je ne passe pas plus de temps là-dessus. La suivante. Voilà. Quand on parle de changement climatique et en tant que physiologiste, et en particulier, moi je m'intéresse beaucoup aux relations vigne, raisin, vin, parce que finalement, à un moment donné, il faut aller jusqu'au vin, c'est pour ça qu'on cultive la vigne, enfin hors raisin de table et raisin sec. Et donc on se pose la question de l'effet de la lumière, de la température et de l'eau principalement, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'humidité de l'air et le vent. Donc ça fait beaucoup de choses qui peuvent influencer le fonctionnement de la vigne. Et les questions qu'on se pose, c'est quand on parle de stress thermique, par exemple, à partir de quel moment c'est un problème docteur. D'accord ? Voilà. Ce qui se passe dans 50 ans, moi je serai mort, donc je m'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui. Le cauchemar des vignerons et des vigneronnes, j'aurais dû mettre vigneronne en premier, bon, c'est pas grave. C'est la variabilité, comme ça a été dit ce matin, entre millésimes, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prévisibles, on le voit bien. Aujourd'hui, les vigneronnes et les vignerons donc, souffrent un peu quand même parce que c'est sec, c'est chaud, ils grêlent et ils gèlent. Donc ça fait quand même beaucoup de problèmes. Quand on parle, c'est pour ça qu'on ne peut pas tellement vous donner de recettes ou de recommandations, parce que quand on voit ici, c'est juste un graphique que j'ai piqué à BRL sur la distribution des pluies, ça a été évoqué aussi ce matin. Quand on voit la variabilité entre millésimes, c'est évident qu'on ne peut pas vous donner de recettes, par exemple, sur l'irrigation. On ne peut pas vous donner de recettes sur la gestion d'un vignoble, vu les variabilités qu'il y a entre millésimes. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je raconte, mais enfin, vous comprendrez bien que cette variabilité fait que, par exemple, si on irrigue, on ne va pas appliquer les mêmes quantités d'eau d'une année sur l'autre. Voilà. Et on voit bien ici à l'échelle régionale, c'est le Languedoc, hein, on voit bien ici les différences entre millésimes. Donc la zone bleue en 2022, elle était rouge en 2021. Alors forcément, la gestion de l'irrigation, par exemple, je ne veux pas focaliser sur l'irrigation, mais ne sera pas la même. C'est le fameux effet millésime. Bon, la vigne et l'eau, c'est une histoire d'amour parce qu'effectivement, il faut de l'eau pour que la vigne pousse. Et ici, le message que je veux faire passer avec cette diapo, c'est que le raisonnement de l'influence des facteurs abiotiques sur la vigne, il doit se faire par stade phénologique. Hein, c'est bien d'avoir des données annuelles, mais c'est bien aussi d'avoir des données par stade phénologique parce que les raisonnements se font par stade phénologique. Par exemple, une contrainte thermique au moment de la floraison n'aura pas le même effet qu'une contrainte thermique durant la maturation. Bon, tout le monde comprend ça. Donc je passe rapidement, vous avez cette diapo dans les abstracts. Ici, c'est ce que Thierry vous a expliqué, donc je passe rapidement. Et dans les abstracts, vous trouverez un moyen de calculer la consommation en eau de votre vignoble en utilisant l'ETP, en utilisant les rendements et en utilisant un coefficient cultural qui n'est pas toujours facile à calculer suivant les systèmes de conduite. Donc je ne développe pas ça, mais j'ai l'habitude de dire
que pour produire un litre de mou au vignoble, F des rendements et du système de conduite, il faut entre 250 et 350 litres d'eau. Alors attention, ce n'est pas linéaire. Si vous passez de 8 tonnes par hectare à 16 tonnes par hectare, on ne double pas la quantité d'eau, hein, comme vient de l'expliquer Thierry. La vigne est capable de s'adapter. Heureusement, sinon il n'y aurait plus de vignoble. Hein. Bon, ici, je suis passé un peu rapidement. On l'a dit, ça a été dit ce matin. À un moment donné, il faut quand même réfléchir au système de conduite et à la densité de plantation, hein, parce que plus il y a de feuilles par hectare, plus ça consomme de l'eau. Enfin, plus la plante transpire et plus on consomme de l'eau. Moins il y a de feuilles par hectare, bien sûr, moins on consomme d'eau, mais moins il y a de rendement. Il faut équilibrer, hein, surface foliaire, rendement. Voilà. Tout ça, c'est des grands classiques de la viticulture. Je passe rapidement. Alors, en ce qui concerne l'irrigation, je reparle un petit peu d'irrigation, en ce qui concerne l'irrigation, si on veut la piloter ou si simplement on veut connaître l'état hydrique de la vigne, il faut mesurer. Hein. Ce n'est pas en se promenant dans un vignoble et en regardant les feuilles qu'on connaît l'état hydrique de la vigne ou les quantités d'eau à apporter. Alors bien sûr, quand on voit les feuilles qui commencent un peu à flétrir, on peut se dire je vais ouvrir le robinet. Bon, c'est une façon de faire, il n'y a pas de problème. Donc pour ça, il y a des formules, des outils, etc. Et donc, ça va trop vite. Et donc, en termes de mesure, soit on mesure les 3 compartiments, le sol, la plante et l'atmosphère, enfin la demande climatique, soit on choisit un des 3 compartiments, ça dépend des moyens qu'on a et de ce qu'on veut faire. D'accord ? Donc, je ne développe pas non plus trop. Alors, ici, maintenant, quand on parle d'état hydrique de la vigne, bon, c'est un peu comme pour la température, il faut raisonner en seuil. Et donc, les outils de pilotage, par exemple, de l'état hydrique de la vigne, enfin, de pilotage de l'irrigation ou de mesure de l'état hydrique de la vigne, ces outils-là, ils ont été basés sur des mesures. Et ce sont des mesures qui fonctionnent en termes de seuil. Donc, le premier à avoir publié les seuils de potentiel hydrique foliaire de base, c'est notre collègue Carbonneau, qui est à la retraite maintenant, en 1998. Alors, c'est quoi des seuils ? Le seuil, il nous dit si la vigne, elle a les pieds dans l'eau, ou alors si elle est en contrainte modérée, ou alors si elle est en stress. D'accord ? Mais là, ce n'est pas magique non plus, parce que ça dépend de l'association cépage porte-greffe. Hein. Par exemple, ici, la ligne rouge, je l'ai mis à moins 0,6, moins 0,8 mégapascal. Ça veut dire qu'à partir de ce niveau de potentiel hydrique foliaire de base, la vigne, elle rentre en stress hydrique. Alors évidemment, quand on peut, il faut éviter de stresser la vigne. Je dis quand on peut, parce qu'on ne contrôle pas les vagues de chaleur, par exemple. Enfin, on peut les contrôler avec de l'ombrage. Mais il faut absolument éviter de stresser la vigne parce que ça va poser des problèmes sur la pérennité des vignobles et sur la qualité des vins, comme vous le savez. Alors là, c'était très intéressant ce que disait Thierry parce que justement, on a fait des mesures dans les PO 2021 où on a regardé l'accumulation en sucre, je vais vous en parler dans 2 minutes, de la baie. Sur la combinaison gagnante Grenache sur 110 Richter, il n'y a pas plus performant que Grenache sur 110 Richter, ou à des niveaux de contrainte hydrique de moins 1, donc on a dépassé, on est dans la zone rouge, la baie chargée normalement en sucre, donc alors, il faudrait mesurer la conductance somatique et la photosynthèse, mais on a supposé que la vigne, finalement, elle ne fonctionnait pas si mal à ces niveaux de contrainte hydrique. D'accord ? Alors, évidemment, la surface foliaire et les rendements étaient adaptés. Donc, comme l'a dit Thierry, il y a un effet cépage. Et ces seuils, il faut aussi les adapter un petit peu aux conditions. Voilà. Donc, la contrainte hydrique, les questions, c'est quand, à quel niveau et la durée. Et c'est ça que le physiologiste, il essaye de comprendre. C'est si je suis à moins 0,6 en potentiel hydrique foliaire de base durant la véraison, enfin, disons de nouaison à véraison, pendant combien de temps, étant à moins 0,6, je vais commencer à avoir des problèmes de développement du fruit ou des problèmes de composition du fruit. Vous voyez ? Voilà, c'est ça les questions qu'on se pose. Et on a certaines réponses. Donc, pour répondre à ces questions-là, que ce soit les niveaux de contrainte hydrique ou les niveaux de température, eh bien, on fait des observations. Ici, c'est l'histoire Thierry parlait du développement des rameaux. Voilà, il y a un apex qui pousse ou l'apex ne pousse pas. Et c'est lié au niveau de contrainte hydrique de la plante. D'accord ? Bon, la suivante. Alors, ce qui est assez intéressant ici, c'est que, justement, l'équipe de Anne Pellegrino et collègues à l'UMR LEPS et TAP ont établi des relations entre ce qu'on appelle la fraction transpirable d'eau du sol et le potentiel hydrique foliaire de base. Alors c'est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il faut vider presque 80% du réservoir pour être en contrainte hydrique modérée. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il faut de l'eau, mais il n'en faut pas beaucoup.
Et heureusement, d'accord ? Et donc, alors, bon, je fais court, hein, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je fais court. D'où l'importance du sol, d'où l'importance, on n'a pas le temps d'en parler, du système racinaire, hein, de son développement, de sa profondeur, etc. On regarde toujours la végétation, mais le système racinaire, c'est crucial. Hein, le sol est crucial dans ces affaires-là. Bon, pour plein de raisons que vous savez. Donc, à partir de là, avec Anne, on a fait la bibliographie et on s'est tracé une petite courbe que je vous montre où on représente finalement le développement, ça j'ai laissé en anglais, bon c'est pas grave, où on a représenté le développement, si vous voulez, d'un certain nombre de choses par rapport justement à cette fameuse FTSW. Et donc 1, le sol est plein, 0, le sol est vide sur l'axe des X, ok, ça marche comme ça. Et donc on voit que, alors c'est pour ça que je vous disais, il faut raisonner par stade phénologique, parce que la fertilité des bourgeons latents, hein, qui ont été mis en place l'année dernière pour la production de l'année prochaine, okay, cette fertilité-là, elle va être perturbée à des niveaux de contrainte hydrique plus faibles, par exemple, que la photosynthèse. Voyez ? Et de débourrement à floraison ou nouaison, pour que les bourgeons latents de la base, les 2-3 premiers bourgeons latents de la base soient complètement formés, il faut 2 mois, 2 mois et demi. Donc il faut mettons de début débourrement à nouaison, par exemple. D'accord ? Donc pendant cette période-là, si vous avez des stress, hydriques notamment, ben vous perturbez la récolte de l'année suivante. Okay ? Voilà. Donc la croissance des feuilles, vous voyez que les autres facteurs, bon là c'est ce que vous a expliqué Thierry. Donc on voit bien que la vigne réagit en fonction de son stade phéno et de ses organes. D'accord ? Voilà. Bonjour pour piloter l'irrigation avec ça. Hein. Bien, alors on m'a demandé de vous donner des chiffres et des recettes. Alors je donne une recette. Recommandation de débourrement à floraison, il faut éviter les stress. Si le sol n'a pas été rechargé en eau pendant l'hiver, de façon raisonnable, c'est pas du riz, hein, on n'a pas besoin de recharger à 100%. Si le sol n'a pas été rechargé en eau, vous pouvez vous attendre à des problèmes de débourrement, d'hétérogénéité de croissance de rameaux et de fertilité, donc de rendement. Donc, s'il faut donner une recette, on va recommander de rester sur des contraintes très modérées. De floraison à véraison, on va recommander de rester sur des contraintes modérées ou un petit peu plus fortes, et c'est la technique que les Australiens utilisent pour contrôler le volume du fruit avant la véraison. Et alors, bon voilà, surtout pas stressé à cette période-là, je vais vous montrer pourquoi dans une seconde. Et à partir de la véraison maturation, ben là, c'est toujours pareil. Si vous pilotez l'irrigation, l'idée c'est quand même pas de ne pas stresser non plus. Maintenant, si vous n'avez pas d'eau et que c'est le terroir qui gouverne, ben là vous êtes entre les mains de Dieu. Voilà, on ne peut pas vous aider. D'accord ? Bien, le développement du raisin. Alors, on parle toujours de la maturation à partir de la véraison. Ben, le stade de croissance herbacée est quand même extrêmement important. Parce qu'au stade de croissance herbacée du fruit, hein, de nouaison à véraison, bah, c'est là que sont fabriqués les tanins, les acides organiques, certains précurseurs aromatiques, etc. Et c'est quand même important. C'est-à-dire que si, de nouaison à véraison, vous avez des stress, quels qu'ils soient, bah, vous allez perturber la composition du fruit et ce n'est pas rattrapable. D'accord ? Voilà, une fois que ce n'est pas fait, c'est pas fait. Vous voyez, donc vous allez avoir, si vous avez un stress hydrique durant cette période-là, vous allez avoir des petits fruits avec des compositions, enfin des fois j'utilise des mots, je m'en excuse tout de suite, mais je vais l'utiliser parce que vous allez comprendre tout de suite, des petits fruits à composition merdique. Donc ça ne fait pas du bon vin. D'accord ? On comprend bien ce genre de mots. Bien. À partir donc de la véraison, bah là c'est pareil, vous avez le chargement en sucre, en eau, etc. Bon, donc finalement, quand on parle de facteurs abiotiques, de stress, etc., bah, il faut le faire par stade phénologique, et pour le développement du fruit, il faut regarder il faut regarder les choses depuis la nouaison jusqu'à la vendange, d'accord ? Il ne faut pas simplement dire, bah, moi ma maturation c'est à partir de la véraison et c'est à partir de là que je fais attention, il faut faire attention tout le temps. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais enfin voilà. Alors, maintenant, ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être nouveau pour certains d'entre vous, si ça veut bien passer. Voilà.
Ça, ce sont des travaux qui ont été menés par notre collègue Charles Romieux, qui est certainement un des meilleurs spécialistes à l'INRA à Montpellier de développement de la baie. Et il y a peut-être des choses ici qui vont vous surprendre, mais ça fonctionne comme ça, puis ça a été publié. Et moi, ça fait à peu près 15 ans que je fais aussi ce genre de mesures un peu à droite à gauche. Bon. Donc je vais vous parler là, et c'est très très important, je pense, de la dynamique d'accumulation des sucres dans l'eau et de l'eau dans la baie. Alors, je vous parle de dynamique d'accumulation des sucres. C'est bon. Je vous parle de plus 2, ça fait 7. Je vous parle de... Je négocie toujours. Je vous parle de dynamique d'accumulation des sucres. Ça n'a rien à voir avec la concentration, d'accord? Donc, une baie, voilà, je vais droit au but. Une baie, c'est génétique, hein, elle est capable de charger du sucre jusqu'à 10 à 11 en alcool. D'accord? Pas plus. C'est comme ça. Pendant que la baie charge du sucre, elle charge de l'eau. Mais il y a des situations, ça je suis caricatural, hein, exprès parce que je n'ai pas le temps, mais il y a des situations où la baie peut charger du sucre et pas d'eau. D'accord? Voilà. En tout cas, et autre information, depuis le début de la nouaison, d'accord, depuis le début de la... Depuis le début de la nouaison, depuis le début de la véraison, qui est le ramollissement du fruit, jusqu'au plateau de chargement en sucre, il se déroule à peu près 30 jours. Sauf l'année dernière, où sur Syrah, notre collègue Charles Romieux, pour des raisons hydriques et thermiques, a montré que ça pouvait se faire en 15 jours. Alors c'est ça les décalages de maturité. Bien. À partir du plateau de chargement en sucre, c'est une étape cruciale parce qu'à partir de ce moment-là, si vous voulez, la baie, elle n'est plus reliée à la plante. Il n'y a plus rien qui rentre. D'accord? Je parle de la baie. Ah, le fruit de la vigne, ce n'est pas la grappe, c'est la baie. Et donc, il n'y a plus d'eau qui rentre. Donc, par exemple, et c'est important de le savoir parce que le phloème ne fonctionne plus. Ça a été publié en 2021, ça, c'est récent, ça. Et donc, comme il n'y a plus d'eau qui rentre, eh bien, là, si vous voulez, la mauvaise nouvelle, c'est qu'à partir du plateau de chargement en sucre, ce n'est pas parce que vous irriguez que ça va empêcher les pertes en eau et le flétrissement. D'accord? Alors, ça va avantager le feuillage, etc. Enfin, il y a plein d'intérêts. Mais ça ne va pas forcément régler un problème de perte de rendement par perte d'eau des fruits. D'accord? À partir de ce plateau de chargement en sucre, l'acide malique est dégradé. D'accord? À partir de ce plateau de chargement en sucre, les anthocyanes, la biosynthèse, c'est fini. Donc si à partir du plateau de chargement en sucre, les baies sont roses, elles resteront roses. Je fais exprès d'être un peu caricatural, mais c'est l'idée. Bien. Pour les cépages rouges, la maturation commence à partir du plateau de chargement en sucre. Ça va trop vite, là. Donc, mesdames et messieurs, j'aime bien, depuis le ramollissement du fruit jusqu'au plateau, bien entendu, le degré augmente parce que le sucre dans la baie augmente, et bien sûr, le volume du fruit augmente aussi, enfin pas toujours, mais il augmente. Et à partir du plateau de chargement en sucre, l'augmentation du degré n'est due qu'à la perte en eau du fruit. Donc, dans le cadre du changement climatique, les baies n'accumulent pas plus de sucre, simplement elles perdent plus d'eau. D'accord? Voilà. Alors, comment on règle ça? On pourra en parler une autre fois. Bien. Donc, la baie perd de l'eau par évaporation, d'accord? À partir du plateau de chargement en sucre. Et donc, son volume diminue, donc concentration, donc augmentation des degrés, blablabla. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas favorable. L'histoire du style de vin, c'est autre chose dans cette affaire-là. Mais c'est à partir de là que vous commencez à perdre des rendements. D'accord? Enfin, que les rendements diminuent. Le flétrissement, jusqu'au flétrissement. Le flétrissement est quelque chose qui est irréversible. Hein, vous ne pouvez pas corriger un flétrissement avec de l'irrigation. Voilà. Donc je passe rapidement là-dessus. Ça, ce sont les travaux de notre collègue Hernan Ojeda, qui a fait sa thèse là-dessus il y a 20 ans. Donc vous voyez, ce n'est pas tout nouveau. Début véraison. Donc ici, on a une modalité qui est irriguée, c'est le témoin. Ici, on a une modalité contrainte hydrique à partir de la véraison. Ici, on a une modalité contrainte hydrique avant véraison et après on remet l'eau normalement. Et là, contrainte hydrique plus forte avant la véraison et après on remet l'eau normalement. Et vous voyez que quand on a appliqué une contrainte hydrique avant la véraison et qu'on remet l'eau normalement après, on n'augmente pas trop le volume du fruit. Et c'est là-dessus que les Australiens jouent pour faire de la petite baie, pour faire des vins plus concentrés. Hein, donc on peut piloter avec l'irrigation le volume du fruit et d'une certaine manière la qualité des vins. Je fais court là, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Oups. Voilà. Alors, ce qui nous permet de fixer les seuils de contrainte hydrique, je ne vais pas parler de la température, j'ai plus le temps, c'est qu'on relie des seuils d'état hydrique à du chargement en sucre, l'évolution de l'acide malique, les anthocyanes, etc. Voilà. Donc, je passe.
Donc on a quand même des indicateurs physiologiques et biochimiques qui nous permettent de valider les seuils. Ce n'est pas des seuils qui sont tombés du ciel. Pourquoi ça marche? Voilà. Ah oui, aussi, beaucoup de choses à dire en peu de temps. À partir d'un certain pourcentage de baies flétries, vous changez votre style de vin, votre typicité des vins. Un 20% à peu près, d'après les Australiens et d'après nous, ce qu'on a fait en Australie aussi. Donc pensez-y. Juste ici, c'est un essai qu'on suit dans les Côtes-du-Rhône où vous voyez que très rapidement, il y a eu une contrainte hydrique de nouaison à véraison, même un stress hydrique, et ensuite après, durant la maturation, il y a eu de la pluie. Et c'est juste pour vous dire que les baies n'ont pas récupéré un volume. Donc attention aux contraintes ou au stress hydrique précoce. C'est pas parce qu'il pleut en fin de saison que ça récupère. Ici, c'est juste des essais qu'on suit. Vous passez là non, on va revenir juste une minute, même pas 30 secondes. C'est des essais qu'on suit dans les PO, et c'est juste pour dire quand on veut caler l'irrigation, si on parle d'irrigation, connaître l'état hydrique de la vigne, il faut suivre plusieurs indicateurs. La diapo suivante, ça ira plus vite si vous voulez passer. Donc ça, rapidement, c'est l'Australie. L'Australie, rapidement, voilà, utilisation de sondes dans le sol, on passe, pour piloter le volume du fruit. Ça, c'était avant l'Afrique du Sud. Là, juste, passons pas rapidement. L'Afrique du Sud, donc on stocke l'eau. Et alors ça, c'est très intéressant parce que moi, les défis que j'ai là-dedans, enfin quand j'étais en Afrique du Sud, même dans les PO, le défi, c'était on n'a que 50 mm, donc comment on fait? Donc il faut apprendre à gérer l'irrigation ou rendre la vigne heureuse avec 50 mm. Ici, en Afrique du Sud, ils ont des dames avec une quantité limitée en mètres cubes. Donc il faut faire avec. Voilà comment ça marche. Ça, c'est des chiffres qui m'ont été communiqués par Netafim sur les quantités d'eau qui sont utilisées là-bas. On n'a pas le temps de développer, je ne développe pas. Je préfère personnellement raisonner l'apport d'eau par pied que par hectare. Donc en litres par pied. Donc c'est un petit peu ce qui est développé ici. La suivante, et on arrive à la conclusion. Oui, comme il a un masque ici, je ne sais pas si c'est il, elle ou yel, mais bon, passons. C'est pas la peine d'irriguer la vigne si elle est mal taillée, parce que si elle est mal taillée et qu'on perturbe les flux, l'eau du sol, si vous voulez, il n'arrive pas au rameau. D'accord? Donc, et c'est là où on commence à raisonner de façon intégrée. Il ne faut pas, si vous voulez, mettre l'irrigation sur une vigne qui est mal taillée et pour laquelle les flux sont perturbés, ça ne va pas aider, on va dépenser de l'eau pour rien. D'accord? Donc, raisonnement intégré, on réfléchit à toutes les opérations culturales avant peut-être de penser irrigation. La suivante, on va vite maintenant. Rôle de la lumière, je passe. Voilà, on passe. Donc ça, c'est juste pour vous montrer, c'est un truc qu'on a fait en Afrique du Sud sur le Sauvignon blanc, on passe. Voilà, c'est juste, voilà, on a étudié l'effet de la lumière sur le Sauvignon blanc, et donc il n'y a pas que l'eau, il n'y a pas que la température, il y a aussi la lumière. En jouant sur les feuillages, d'accord, vous pouvez changer le style de vin. Ok? C'est ça le message, on passe. Voilà. On applaudit la température suivante. Voilà. C'est pareil avec la température. Si vous mettez du Sauvignon blanc en climat chaud, vous n'aurez pas le même profil de vin que si vous mettez du Sauvignon blanc en climat frais. Donc la température joue aussi. Donc tout ça pour vous dire, il n'y a pas que l'eau, il y a la lumière et la température aussi. Et c'est compliqué de raisonner les trois en même temps. Et la date de vendange aussi est cruciale. Ici, c'est une évolution sur une même parcelle des profils aromatiques du Sauvignon blanc à 7 jours d'intervalle. La boîte à outils, c'est tout ce qu'on a dit. Il n'y a pas que l'eau, il n'y a pas que l'irrigation. Et la dernière, une jolie photo. Voilà, c'est ça. Bon, allez, merci et désolé d'avoir dépassé.